Bonjour, on est rendu au cours 8. Aujourd'hui, on va parler encore des forces, puis on va revenir sur les lois de Newton. Juste un petit rappel avant qu'on commence, votre test 1 va être la semaine prochaine, ça va être le dernier cours avant la semaine de relâche et vous allez avoir à vous présenter sur votre campus d'appartenance au local qui est assigné à votre horaire. N'oubliez pas d'apporter votre calculatrice scientifique, n'apportez pas un téléphone pour faire office de calculatrice, c'est pas accepté. Aujourd'hui, on va parler entre autres de la force gravitationnelle, de la force normale, la force aussi de friction. Commençons par la force gravitationnelle. Bon, la force gravitationnelle, quand on est proche de la surface de la Terre, elle est aussi appelée le poids. Dans la vie courante, on mélange la notion de poids et de masse. Comme parfois, les gens vont dire « c'est quoi ton poids? » Puis là, quelqu'un va répondre avec une masse, par exemple, une valeur en livres ou en kilogrammes. Ça, c'est bel et bien la masse, même si dans la vie courante, parfois, on utilise le mot poids. En physique, la notion de poids se rattache à une force en newton. C'est synonyme de force gravitationnelle. On va utiliser le symbole Fg lorsqu'on sait que dans notre schéma, notre force représente une force gravitationnelle. Comment on va calculer ça? C'est que si on est proche de la surface de la Terre, quand on dit proche, là, ça peut être plusieurs mètres là, quand même de hauteur, il n'y a pas de problème. On va pouvoir la calculer à ce moment-là en faisant la masse en kilogrammes fois la constante d'accélération gravitationnelle. Donc, la valeur G qui est ici, c'est la constante d'accélération gravitationnelle en valeur absolue. Ça nous permet de trouver la grandeur du poids. Donc, je vous rappelle que la grandeur d'une force, c'est une valeur qui est positive. Ça devrait être une valeur absolue. Si on veut calculer la grandeur du poids, on va faire la masse en kilogrammes fois 9,8, qui est la constante d'accélération gravitationnelle si on est proche de la surface de la Terre. Si jamais on veut calculer la force gravitationnelle qui est présente entre des objets qui ne sont pas nécessairement à proximité de la Terre, par exemple, si on voulait calculer la force gravitationnelle entre la Lune et la Terre, là, à ce moment-là, on ne pourrait pas utiliser cette formule-là. On va se référer, dans un cas comme ça, à la formule plus générale de la force gravitationnelle, qui est celle-ci. Donc ça, c'est la relation de la force gravitationnelle universelle. Puis on a aussi la constante gravitationnelle universelle qui est là-dedans. Cette constante-là, bien sûr, vous n'avez pas à la prendre par cœur. Je vous la montre ici, c'est 6,67 fois 10 à la moins 11. Regardez les unités, OK? Puis ça vous indique les unités que vous devez avoir dans l'équation que vous allez utiliser. Par exemple, si vous avez à mettre une distance, elle doit être en mètres et non en kilomètres. Les masses doivent être en kilogrammes. Ça va nous permettre de calculer une force qui est en newton. Regardez le schéma pour commencer. J'ai montré ici sur le schéma que la Lune et la Terre sont attirées entre elles. La force gravitationnelle, c'est une force d'attraction qui existe entre les objets qui ont une masse. C'est présent entre tous les objets qui ont une masse, sauf que lorsque la masse est faible, c'est très, très, très minime. Par exemple, on pourrait calculer la force d'attraction entre moi en ce moment puis ma table de travail qui est à côté de moi, mais ça nous donnerait un chiffre infiniment petit presque. Donc, on ne ressent pas la force gravitationnelle entre nous puis les petits objets courants qui nous entourent, mais par contre, comme la Terre est très massive, donc là, elle, son effet, on le ressent. Entre la Lune et la Terre, il y a une force d'attraction. C'est une force, dans le fond, ici, on a affaire à une paire de forces action-réaction qu'on a vu comme dans la troisième loi de Newton. La Lune est attirée vers la Terre, mais la Terre aussi est attirée par la Lune. Donc, ça crée une paire de forces qui est de même grandeur sur les deux objets, puis de sens opposé. L'effet de ça, c'est que vu que la Lune a moins de masse que la Terre, quand même beaucoup moins, donc elle a moins d'inertie, c'est elle qui se trouve à être en orbite autour de la Terre. Alors ici, si on regarde l'équation, on va calculer cette grandeur de force-là, le vecteur qui est rouge, on peut le calculer en faisant la constante de gravitation universelle fois le produit des deux masses dont on veut trouver la force gravitationnelle. Donc ici, masse 1, masse 2, c'est pas important laquelle qui est laquelle, mais on va multiplier la masse de la Terre et la masse de la Lune entre elles. Elles doivent être en kilogrammes. Puis on va diviser ensuite par la valeur au carré de R. R, c'est la distance qui sépare le centre des deux astres, donc du centre de la Terre au centre de la Lune. Et cette distance-là doit être en mètres, même si dans les chartes, il y a bien des chances qu'elles apparaissent en kilomètres, vu que c'est très, très éloigné. En passant, lorsque vous allez utiliser cette équation-là, dans les problèmes, on ne va pas vous dire la constante gravitationnelle universelle, c'est telle valeur, la masse de la Terre, c'est telle valeur. Donc, si vous avez besoin d'aller chercher ces valeurs-là, vous allez vous référer à votre livre. Alors, la section ou la page où on présente la force gravitationnelle universelle, c'est à la page 164.
Puis, bon, le livre pour ça est un petit peu mal fait, là. La constante de la gravitation universelle, G, elle est donnée dans l'encadré gris à la page 164. Ça, c'est là. Mais si jamais vous avez besoin de la masse de la Terre ou de la masse de la Lune, des valeurs comme ça, je sais qu'il y a 1 ou 2 exercices où on en a besoin. C'est donné dans l'énoncé en haut de la page 165. Donc, l'exemple B, là, suite, on vous donne la masse de la Terre puis son rayon. Fait que si jamais vous avez besoin de ces valeurs-là, elles ne seront pas données dans tous les problèmes. Fait que vous pouvez toujours vous référer à ça. Comme j'ai dit, vous n'avez aucune de ces valeurs-là à apprendre par cœur pour un test, là. Je vais vous les fournir au besoin. Maintenant, on va parler d'une autre sorte de force, c'est la force normale. Le mot normal en mathématiques, ça veut dire perpendiculaire. C'est un synonyme du mot perpendiculaire. C'est une force qui est perpendiculaire à des surfaces. Par exemple, ici, si on regarde dans le petit dessin, on a quelqu'un qui dépose un sac de nourriture de chien, disons, là, sur une table. Pendant que la personne tient le sac de nourriture, la raison pourquoi celui-ci ne tombe pas à cause de la force gravitationnelle, c'est qu'il exerce une force par ses mains, il soutient le sac. Quand il dépose le sac sur la table, bien là, on voit un peu un effet exagéré dans le dessin, mais la table va soutenir le sac, puis elle va l'empêcher de tomber. Donc, la surface va offrir, dans le fond, une force qui va permettre de résister à ce que l'objet tombe. C'est une répulsion entre les atomes, cette force-là. Puis, il n'y a rien de sorcier là-dedans, c'est que ça va offrir tout juste la force nécessaire pour ce qu'on pourrait dire équilibrer l'objet. Donc ici, équilibrer réfère au fait que ça va garder sa vitesse constante. Donc là, on le dépose, on veut que ça ne bouge pas, mais ça va équilibrer puis continuer à ne pas bouger. Dans le schéma, j'ai identifié la force gravitationnelle, c'est un vecteur de force qui pointe vers le centre de la Terre, vers le bas, puis la force normale va pointer vers le haut. C'est une résistance de la surface qui va équilibrer la force gravitationnelle et permettre au sac de nourriture de ne pas tomber. Si la table n'était pas assez solide, bien là, ce qui arriverait, la surface ne serait pas capable de fournir suffisamment de force, donc ça céderait, puis là, le sac tomberait, la table serait brisée. Alors, pourquoi ça s'appelle une force normale? C'est que c'est une force qui est toujours perpendiculaire à la surface. Vous voyez ici, notre vecteur de force normale est à 90 degrés de la surface de la table. Donc, quand vous voulez dessiner une force normale, rappelez-vous de ça, ça doit être perpendiculaire à la surface, tout le temps. Maintenant, on va parler de la force de frottement. On va voir 2 types de forces de frottement, mais en gros, on peut dire une chose, c'est que les frottements vont être, eux, parallèles aux surfaces. C'est le contraire là, par rapport à la force normale. Par exemple, si on regarde la force de frottement dit statique. Statique en physique, ça veut dire immobile. Comme l'électricité statique, c'est des charges électriques qui ne sont pas dans un fil en train de circuler, c'est des charges immobiles. Fait qu'encore une fois ici, le mot statique réfère à quelque chose qui ne va pas glisser. Fait que si on dépose un objet ou une boîte sur une table qui est inclinée, bien, si l'objet ne glisse pas, c'est qu'il y a une force de frottement statique qui permet à l'objet de rester en place. Là, c'est un peu peut-être difficile à imaginer, mais il y a quelque chose qui attire l'objet vers le bas de la table ou de la surface. Qu'est-ce que c'est que cette force-là? C'est la composante de la force gravitationnelle qui est parallèle à, supposons que j'ai mon axe des X ici, qui suit en direction vers le bas du plan incliné. Donc, cette composante de force-là qui est parallèle à l'axe des X attire vers le bas pour faire descendre l'objet. Puis, si l'objet est immobile et qu'il ne glisse pas, on peut être certain donc qu'il y a une friction ou une force de frottement statique qui prévient l'objet de glisser dans cette direction-là. Donc, le frottement statique, quand on veut le dessiner dans un diagramme de force sur notre objet, on va le dessiner en sens contraire au glissement de l'objet. Puis, il va être parallèle à la surface. Ici, là, les schémas que je commence à faire, on appelle ça des diagrammes de corps libre. Donc, il y a des questions où on va vous demander de tracer le diagramme de corps libre sur un objet. Puis quand on va commencer à faire des calculs avec des forces, on va toujours partir du diagramme de corps libre. Puis c'est une des parties de la compétence que vous devez démontrer que vous avez. Donc, habituez-vous, là, quand on va commencer à travailler avec des objets comme ça, puis on analyse les forces, à identifier chacune des forces qui agissent sur l'objet. Vous voyez aussi ici que j'ai fait la force normale. Fait que si je repasse à travers chacune des forces, j'ai la force gravitationnelle. Elle est vers le centre de la Terre. Elle n'a pas tourné là, avec l'objet qui, lui, il est comme croche. Là. La force gravitationnelle est toujours vers le bas de façon verticale.
Par contre, la force normale, elle va être perpendiculaire à la surface, puis elle empêche l'objet de tomber de traverser la surface. Vous voyez, si la gravité a aussi une composante qui est perpendiculaire à la surface qui tire par en bas, comme ça. Ça, c'est une des composantes de la gravité, puis l'autre est comme selon X. Donc, la composante Y de la gravité tente de faire traverser l'objet à travers la surface de la table, puis la force normale, elle, équilibre. Donc, la portion de la gravité qui est selon, disons, un axe Y, qui serait comme ceci. Puis, finalement, j'en ai déjà parlé, on a la force de frottement statique ici qui est présente. Remarquez que dans les corrigés, les corrections que je vais faire, je ne regarderai pas le type de force de frottement que vous allez écrire. Vous pouvez toujours écrire en général F frottement comme juste force de frottement, donc FF. OK? C'est acceptable aussi. Maintenant, si on regarde, qu'est-ce qui arrive si on incline un peu plus la surface? On peut imaginer qu'il y a comme une limite là, à ça, dépendamment comment le bloc est adhérent à la surface. On va atteindre un angle limite où est-ce qu'on atteint la limite de frottement statique maximale. Ça, c'est quand le bloc est encore immobile, là, mais sur le point de glisser, là, comme on pourrait souffler dessus puis il partirait. Donc ça serait un cas où la force de frottement statique a atteint sa valeur maximale. Puis après ça, au-delà de ça, le bloc va se mettre à glisser. Donc, quand on arrive à une situation où le bloc glisse, on a un frottement de type différent qu'on appelle un frottement cinétique. Cinétique, on a déjà dit, ça parle du mouvement. La cinématique, c'est l'étude du mouvement. Cinétique veut dire ça bouge. En fait, ici, c'est que le bloc glisse. Au niveau du diagramme des forces ou du diagramme de corps libre, ça ne va pas changer à part le fait qu'on a le type de frottement ici où la nature du frottement est différente. C'est un frottement cinétique, mais le symbole dans le livre, c'est FK, ça vient de l'anglais. Comme j'ai dit, vous pourriez aussi juste dire F pour frottement. Je ne ferai pas la distinction au niveau des diagrammes de corps libre si vous spécifiez cinétique ou statique. Maintenant, je veux parler du frottement statique là, parce que là, c'est ça qui permet aux objets de se déplacer. Il ne faut pas confondre puis penser que le frottement statique, c'est toujours relié à des objets immobiles. Le frottement statique, c'est plutôt associé à des objets qui ne glissent pas. Fait que par exemple, si vous marchez dans la rue, votre pied n'est pas en train de glisser par rapport au sol. Il y a une bonne adhérence, donc c'est ce qui vous permet d'avancer. Si au contraire, la rue est extrêmement glacée, votre pied, quand vous allez amener votre pied vers l'arrière pour essayer d'avancer, à ce moment-là, il pourrait glisser, puis là, vous allez faire du surplace. Fait que ce qui vous permet de marcher pour vous déplacer, c'est un frottement statique sous votre pied. Le pied, s'il glissait, il glisserait vers l'arrière, comme ceci, mais là, ce n'est pas le cas parce que le frottement statique empêche ce glissement-là du pied. Puis, vous voyez, c'est une force qui agit vers le sens où la personne va se déplacer. C'est ce qui lui permet de se mettre à avoir une vitesse dans cette direction-là. C'est un peu la même chose pour la voiture. Ici, on voit une voiture là, qui dérape, OK? Donc, elle glisse, là, les roues, les pneus glissent et font du surplace. Fait que le glissement, vous voyez, au niveau de la surface, c'est vers l'arrière. Mais si la voiture, on la met sur un asphalte bien sec, à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que là, on n'aura plus ce glissement-là parce que le frottement statique va empêcher le glissement puis il va permettre à la voiture de se propulser vers l'avant. Dans les deux cas, même si la roue est en train de tourner, au niveau du sol puis de la roue, ça ne glisse pas, ça ne dérape pas. Donc, c'est un frottement de type statique qui permet à la voiture d'avancer et de se propulser. On va juste faire un petit survol des 3 lois de Newton maintenant. Donc, on a déjà vu la première loi qui dit qu'un objet au repos ou en mouvement rectiligne uniforme conserve cet état de mouvement, sauf si une force va modifier cet état. Donc, plus qu'un objet aussi a de masse ou d'inertie, on a vu plus que ça demande une force qui est grande pour modifier son état de mouvement, donc pour lui procurer une certaine accélération. La deuxième loi de Newton, je vous la présente, ça dit que la force totale qui agit sur un objet, c'est égal à la masse de l'objet fois l'accélération qui est produite sur l'objet. Pour le test 1, on va faire seulement un cas particulier. Ça va être que la force totale égale à la masse fois l'accélération, mais l'accélération va regarder des cas où il n'y en a pas. Pour le test 1, c'est pour ça que je vous disais qu'on va aller jusqu'à moitié de la section 2.
Donc, la section 2, si on fait au complet, c'est qu'on englobe des cas où ça accélère. Mais pour l'instant, au niveau des calculs, on va seulement traiter des cas avant le test 1 où l'accélération est 0, où on va vous dire la vitesse est constante, ou on va vous dire c'est immobile. Donc, en d'autres mots, la vitesse aussi est constante et 0. Fait que pour l'instant, on va s'en tenir à la deuxième loi de Newton. Tantôt, j'en parlais un peu, là, je disais le sac de nourriture à chien qui est sur la table, il est à l'équilibre. Donc, ce qu'on va traiter, c'est des cas à l'équilibre. La force totale s'annule. Fait que si j'avais une force de gravité vers le bas, la force normale vers le haut, ben elle s'annule. Puis le total des forces au niveau de la somme des deux vecteurs, ça donne 0. C'est ce qui permet à l'objet de conserver sa vitesse dans ce cas-ci qui était nul. Je vous rappelle aussi la troisième loi de Newton, c'est que chaque fois qu'un objet exerce une force sur un autre objet, ce dernier exerce en retour sur lui une force égale mais de sens opposé. On l'a revu dans le cas de la Lune et de la Terre avec la paire de forces action-réaction gravitationnelle. Maintenant, on va faire un exemple pour voir certaines notions qu'on vient d'apprendre. Fait qu'on demande par exemple ici, quelle est la force gravitationnelle agissant sur une valise de 25 kg? J'ai fait ici une image qui représente la valise, son diagramme de corps libre. Si on regarde juste la force gravitationnelle, on a cette force-là qui est dirigée vers le centre de la Terre. Je dis la Terre là, parce que c'est pas écrit, mais si on vous dit rien, on présume que l'objet est à proximité de la Terre. Donc, c'est pas compliqué. Ça, c'est la formule qu'on a dit aussi qu'on appelle le poids, qui est simplement, on prend la masse en kilogrammes, on fait fois 9,8. Ça va nous donner la grandeur de la force gravitationnelle avec laquelle la Terre attire la valise vers le bas. Donc, ici, on obtient 245 newtons. C'est la grandeur de la force gravitationnelle sur la valise. Maintenant, on dit, quelle serait la force gravitationnelle agissant sur la valise si elle se trouvait à la surface de la Lune? Pourquoi on nous donne ces valeurs-là? C'est que là, on ne peut pas utiliser juste masse fois G. Parce qu'on pourrait, là, si on avait la valeur G pour la Lune, mais on ne la connaît pas. Donc, on va se référer à la formule de la gravitation universelle. Donc, on prend notre constante de gravitation ici, le G majuscule, qui est de 6,67 fois 10 à la moins 11. Ensuite, on doit multiplier par la masse des deux objets qui interagissent. Donc là, c'est une interaction entre la valise et la Lune. On multiplie 25 kg par la masse de la Lune. Ensuite, on va diviser par la valeur au carré de la distance entre le centre de la Lune et le centre de la valise. Donc, la valise est sur la surface de la Lune, donc elle se trouve à une distance qui correspond au rayon de la Lune. C'est pour ça que j'ai mis le rayon ici. Puis, j'ai vérifié, mais c'est déjà en mètres, donc je n'ai pas besoin de transformer la valeur, mais parfois, on donne des valeurs en kilomètres, méfiez-vous. Il faut que ce soit en mètres. Donc, peut-être faire un test sur votre calculatrice, parce que là, il y a beaucoup de chiffres en notation scientifique. Assurez-vous que ça fonctionne, puis que vous arrivez bel et bien à une force gravitationnelle de 40,5. Je vous fais remarquer que la force gravitationnelle du même objet sur la Lune est moins grande que sur la Terre. C'est normal, la Lune étant moins massive que la Terre. On continue, on dit de retour sur la planète Terre, la valise est immobile sur le plancher. Quelle est la force normale totale exercée par le plancher sur la valise? Ça, c'est un cas relativement simple parce qu'on présume que la surface du sol est horizontale. Donc, on a la force gravitationnelle ici qui agit sur la valise. Qu'est-ce qui va l'empêcher de descendre ou partir vers le bas? C'est la force normale qui équilibre la force gravitationnelle. Donc, le sol ici va exercer une force normale perpendiculaire au sol qui va être vers le haut pour empêcher que la valise ne traverse le sol. Alors, puisque la valise est immobile ici, les forces sont à l'équilibre. Et là, on a seulement, c'est un cas vraiment de base, là, où est-ce qu'on a une force vers le bas, une force vers le haut. On voit que si on faisait la somme de ces deux vecteurs-là, on les met un par-dessus l'autre, qu'est-ce que ça prend pour que ça revienne à zéro, que ça s'annule? Bien, ici, il faudrait avoir tout autant de force par en bas que par en haut. Alors, leurs grandeurs doivent être égales. Ça, c'est en fait l'application de la loi de Newton. On dit la deuxième loi de Newton, la force totale, ici, la somme vectorielle des deux forces, doit donner 0 si l'accélération est 0 parce que ça donne masse fois accélération. Ça veut dire que la grandeur des deux forces doit être égale. Fait que si on additionne les deux vecteurs, on arrive à un total de 0. Alors, on n'a pas vraiment de calcul à faire ici. On peut dire que la force normale va être égale à 245 newtons. Donc, comme je disais, ça c'est un cas de base, mais il va y avoir des cas où est-ce que c'est moins simple.
Par exemple, si on a une surface de plancher qui est inclinée, mais on pourrait aussi avoir simplement d'autres forces qui agissent sur la valise avec des orientations variées. Donc là, ça peut venir affecter la valeur de la force normale. Imaginez par exemple que vous appuyez, vous accotez tout votre poids sur la valise là, vers le bas. Bien ça veut dire que le sol va devoir résister davantage pour pas que la valise le traverse. Donc là, la normale augmenterait. Puis si au contraire, vous êtes en train un peu de tirer sur la poignée vers le haut, vous ne soulevez pas la valise, là, mais vous êtes en train un peu de diminuer la pression qu'il y a entre les roues et le sol. Donc ça ferait diminuer la normale. Donc la normale ici, c'est une réaction à ce qui se passe. Fait qu'elle peut varier. Elle n'est pas toujours égale au poids. On va regarder ici le cas où est-ce qu'on dit « Ginette tire la valise en exerçant une force de 100 N orientée à 25 degrés au-dessus de l'horizontale. » Toujours avec la valise qui a une masse de 25 kg. Je ne l'ai pas réécrit ici, là, mais c'est la même. Remarquez, on a passé à la question D parce que la C, on va la faire plus tard. On demande quelle est la force normale exercée par le plancher sur la valise. Donc là, j'ai fait apparaître à droite le diagramme de corps libre. Comme je vous dis, c'est la première étape de notre calcul. Donc, ça va nous dire en fait quoi faire dans notre calcul. Fait qu'on a ici la force gravitationnelle par en bas, on a la force normale vers le haut qui est perpendiculaire au sol, mais on ajoute à ça la force que Ginette fait. Okay? Donc, Ginette ici vient tirer la valise dans le sens de la corde là, qui est à 25 degrés au-dessus de l'horizontale. C'est pas à l'échelle, mais ça nous donne une idée. Remarquez aussi que lorsqu'un objet est sur des roulettes, on va présumer que ça roule super bien. Donc, il n'y a pas de frottement là, ici comme il n'y a pas de résistance à ce que la valise se déplace. Il n'y aura pas de frottement dans notre schéma ici. Maintenant, on cherche une force qui est verticale, OK? Fait que là, quand on regarde une situation comme ça, on va parler en calcul des accélérations après le test, mais on peut quand même voir que la valise va se mettre à se déplacer de plus en plus vite vers la droite. Elle va rouler. Mais par contre, à la verticale, il n'y aura pas d'accélération parce que si on regarde seulement la direction verticale, ben, la valise ne va pas se mettre à avoir une vitesse verticale. Ça voudrait dire, par exemple, qu'elle se met à s'envoler. Donc, ce n'est pas le cas. Les forces, ce sont des vecteurs, donc on va devoir faire un calcul de composantes de force, mais le calcul en Y va être pour une force totale de 0. Pourquoi? C'est que la force totale est égale à la masse fois l'accélération vectorielle dans la direction qui est étudiée. Ici, on étudie la direction Y. Pourquoi? Parce qu'on cherche une force qui est en Y. C'est ça qu'on veut trouver. Puis, on sait que dans cette direction-là, il n'y a pas d'accélération. Puis là, je suis en train de faire la force totale à gauche. Mais ça, c'est égal à la masse fois l'accélération en Y. Mais il n'y a pas d'accélération en Y. Alors, ici, j'ai juste énuméré toutes les composantes de force en Y. Okay? J'ai la force appliquée par Ginette en Y, la force gravitationnelle en Y, puis la force normale en Y. Pourquoi j'ai mis tous ces symboles Y-là? C'est que là, ça va falloir tenir compte vraiment des composantes de chacune des forces. Quand on dit la force totale, c'est une somme vectorielle. Donc, on ne peut pas juste additionner les grandeurs. Si on additionnait les grandeurs des forces, ça n'aurait pas de sens, ça ne pourrait pas donner 0. Rappelons-nous que si on veut une composante Y, bien, on va aller faire la grandeur de la force fois le sinus de son orientation. Ici, pour la première force, celle faite par Ginette, la grandeur de la force est 100 Newton. Puis là, je vais faire sinus de 25 degrés. C'est son orientation par rapport à l'axe des X ici, qui est vers la droite. Donc, c'est sin de 25 degrés. Ensuite, j'additionne la composante de la force gravitationnelle en Y. Ici, la force gravitationnelle, sa grandeur, je l'ai calculée en A. C'était 245 Newton quand on est proche de la surface de la Terre. Maintenant, on va multiplier par le sinus de 270. 270, il vient de où? C'est que si on part de l'axe des X, puis on tourne dans le sens anti-horaire, comme pour notre convention pour les angles, puis là, on continue à tourner jusqu'à ce qu'on arrive à la direction de notre vecteur, qui est vers le bas. Voyez-vous, on a tourné de 270 degrés. 90 plus 90 plus 90. En fait, là, ce que ça va faire, le 245 sin de 270, c'est pas très mystérieux, ça va faire moins 245. Puis ça, techniquement, là, vous auriez peut-être pu juste le visualiser parce que la force gravitationnelle est alignée selon l'axe Y. Fait qu'on voit qu'on a simplement une composante complètement négative pour cette force-là. Puis, au contraire, la normale, elle va avoir une composante complètement positive parce qu'elle est orientée selon l'axe Y positif.
Fait qu'ici, pour la composante Y de la force normale, ce que j'ai écrit Fn, parce que là, on cherche la force normale. On ne peut pas dire qu'elle est égale au poids, vu qu'il y a une autre force qui agit ici dans notre scénario. Puis, je ne connais pas sa valeur, fait que j'ai laissé ça en symbole, mais je sais son orientation. Je vais donc multiplier par le sinus de son orientation. Alors, la force normale, vu qu'elle est par en haut, c'est simplement une orientation de 90 degrés. Puis là, le sinus de 90 degrés, ça fait 1. Donc, finalement, c'est la force normale a une composante positive qui est complètement égale à sa grandeur. Si maintenant, je réécris mon calcul en dessous, j'obtiens 42,3 pour la composante verticale de la force faite par Ginette. Ensuite, j'ai la force gravitationnelle qui est vers le bas, donc ça me donne une composante de moins 245, plus la grandeur de la force normale qui est l'inconnue. Alors, tout ça doit donner 0. Je peux isoler la force normale. Puis on obtient que la grandeur de la force normale est de 203 newtons. Voyez-vous, la force normale ici n'est pas égale au poids de la valise. Puis elle est en fait plus petite. Pourquoi elle est plus petite? C'est que Ginette, en tirant un peu par en haut, elle vient diminuer la pression en dessous des roulettes. Donc les roulettes appuient moins fort sur le sol, donc le sol va devoir résister moins fort. C'est pour ça qu'on a une valeur plus petite que le 245 qui aurait été si Ginette ne touche pas la valise. On va faire un autre exemple. Vous voyez que ma séquence, elle saute un peu des bouts, là. C'est que mon exemple 2, j'ai décidé de le mettre plus tard. Donc, on va aller à l'exemple 3. Ici, on a un bloc de 350 grammes sur une rampe inclinée d'un angle de 35 degrés par rapport à l'horizontale et le bloc ne glisse pas. On veut tracer en A le diagramme du corps libre sur le bloc. On l'a déjà fait ensemble, ça. Qu'est-ce qu'on va avoir ici comme type de force? On va avoir bien sûr la force gravitationnelle qui est vers le centre de la Terre, verticale. On va avoir une force normale, sinon le bloc traverserait la surface. Donc la force normale va empêcher que le bloc traverse la surface et elle va être perpendiculaire à la surface, donc comme ceci. Puis, si on n'avait que ça, le bloc glisserait vers le bas à cause de l'action de la force gravitationnelle qui est parallèle au plan incliné. Donc, qu'est-ce qui fait que le bloc ne glisse pas vers le bas? C'est qu'il y a un frottement de type statique ici, qui est parallèle au plan incliné, mais dans le sens contraire du glissement. Donc ça trace l'ensemble des forces qui agissent sur le bloc. Maintenant, on veut calculer la grandeur de la normale sur le bloc. Donc là, j'ai juste remis ici mon diagramme de corps libre pour un rappel visuel. Puis remarquez qu'on indique que l'inclinaison de la pente est de 35 degrés au-dessus de l'horizontale. Donc là, je vais vous montrer comment on va faire pour aborder ça. Là, cette fois, nos forces sont un peu comme croche. Fait que je veux voir avec vous que dans un plan incliné comme ça, on va être mieux d'incliner notre système d'axe XY, notre repère cartésien. Donc, c'est ce qui vient d'apparaître ici. On va mettre l'axe des X vers le bas de la pente, puis l'axe des Y perpendiculaire à ça. Avant de commencer aussi, j'ai tout de suite modifié ma masse. Ces unités, je les ai mis en kilogrammes parce que sinon, on ne sera pas capable de calculer des newtons comme force. Ça sera pas, on ne peut pas l'insérer dans notre équation en grammes. Donc, 350 grammes, on fait un petit produit croisé, on a 1000 grammes dans chaque kilogramme. Ça revient à diviser par 1000. On a 0,35 kg ici de masse. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais placer mes trois forces au centre du repère cartésien. Je trouve que c'est un petit peu plus facile de voir pour les angles, les orientations de chacune des forces. Là, je vais devoir calculer la grandeur de la normale, la force normale sur le bloc. Alors, encore une fois, on voit que la force normale est selon l'axe des Y. OK? Fait qu'on va devoir appliquer la deuxième loi Newton, force totale. On va le faire en Y. Ça, c'est égal à la masse fois l'accélération en Y. Mais il n'y a pas d'accélération en Y. Il n'y en a même pas ici en X parce que ça ne glisse pas. Fait que là, si je veux faire les composantes Y, je vais avoir besoin de l'orientation de chacune des forces pour mettre dans mon sinus quand je calcule les composantes. Fait que là, la force gravitationnelle peut peut-être vous poser problème. Je vais vous montrer comment on fait pour calculer l'orientation de la force gravitationnelle lorsqu'on est sur un plan incliné. Et remarquez bien comment on fait parce que ça va être à répéter souvent dans la session. Donc ici, on cherche l'angle que je viens de faire apparaître en rose parce que si on veut la composante,
dans notre calcul, on a vu qu'on va prendre le grand angle qui part de l'axe des X, qui tourne dans le sens anti-horaire jusqu'à notre vecteur. On veut ceci. Fait que là, ce qu'on pourrait faire, c'est d'aller trouver l'angle qui n'était pas en rose, là, ici, au sommet du triangle, le rectangle qui est délimité par le sol. Puis là, si on a cet angle-là, on pourrait l'enlever de 360 degrés, puis on aurait notre orientation. Fait que ici, voyez-vous justement, le pointillé que j'ai fait apparaître, c'est parallèle au sol. Donc, ça veut dire que l'axe des X est à 35 degrés au-dessus de ça. Je vais travailler avec le triangle rectangle qui vient d'apparaître en bleu. Je sais donc que j'ai l'autre angle à la base ici qui est 90 degrés. Mais la somme des angles dans un triangle, c'est toujours 180 degrés. Ça me permet de calculer que j'ai un angle au sommet dans le triangle qui est 55 degrés. À ce moment-là, je peux faire 360 moins 55, puis je vais obtenir l'orientation de ma force gravitationnelle qui est 305 degrés. Donc ça, c'était vraiment un prérequis là, pour pouvoir faire les calculs des composantes. Faites-vous un schéma, puis travaillez à partir de votre diagramme de corps libre parce que ça peut varier quand même un peu d'une situation à l'autre, mais c'est toujours un peu basé sur ce type de démonstration-là. Il faut tracer l'horizontale, l'inclinaison par rapport à l'horizontale, puis là, insérer ça dans notre calcul, dans notre schéma. On sait aussi que la force gravitationnelle est nécessairement verticale, fait qu'elle doit être perpendiculaire à l'horizontale. Un coup qu'on a ça, comme j'ai dit tantôt, on va faire force totale en Y égale masse fois l'accélération en Y, mais l'accélération en Y, là, c'est 0. Donc ici, à gauche, je vais avoir la somme de 3 composantes de force en Y à faire. Alors, je cherche là-dedans quoi? Je cherche la grandeur de la force normale. La force gravitationnelle, il faut que je trouve sa grandeur, puis après ça, je vais faire fois sin de son orientation. J'ai tout mis dans le même calcul ici. La grandeur de la force gravitationnelle, c'est la masse en kilogrammes de 0,35 fois le 9,8. Ça, je dois le multiplier par le sin de l'angle qu'on vient de trouver, l'orientation de notre force gravitationnelle, qui est 305 degrés. Ensuite, j'ai la grandeur de la force normale qui est inconnue, donc j'ai laissé le symbole ici, mais je sais que son orientation de la force normale, ça c'est 90 degrés par rapport à l'axe des X, sens anti-horaire. Donc, sin de 90. Puis, remarquez ici que pour la force de frottement, j'ai tout de suite écrit 0. Pourquoi? Parce que ma force de frottement, voyez-vous qu'elle est seulement sur l'axe des X. Elle n'a pas ni une composante vers le haut de l'axe Y, ni vers le bas de l'axe Y. Donc, elle n'est pas présente en Y. Mais si vous ne l'aviez pas remarqué, vous pourriez toujours écrire force de frottement, c'est un inconnu, fois le sinus. Son orientation, elle, c'est 180 degrés. Mais le sin de 180 degrés, ça fait 0. Fait que ça ne dérange pas qu'on ne connaît pas la force de frottement. On peut quand même déterminer que sa composante est nulle. Un coup qu'on a tout trouvé ça, là, je vais faire le calcul à gauche des valeurs. Ça va me donner, premièrement, la force gravitationnelle me donne 3,43 newtons. Quand je multiplie pour trouver sa composante, ça me fait moins 2,81 newtons, plus la force normale fois le sin de 90 qui est 1, c'est égal à 0. Donc là, je peux isoler et j'obtiens enfin la force normale. Donc ça me donne 2,81 newtons. Alors, c'est un peu plus complexe, vous voyez, quand l'objet est sur un plan incliné. Mais cette démarche-là, je la fais vraiment, je la décortique bien, puis on va la refaire assez souvent que ça va finir par devenir un peu plus automatique là, pour vous. On demande ensuite, ça devrait être 3C, quelle est la grandeur de la force de frottement s'exerçant sous le bloc. Donc là, tout ce qu'on a fait déjà, là, ça va resservir. La seule distinction, c'est que là, on cherche maintenant une force de frottement qui, elle, se trouve selon l'axe des X. Donc, vu qu'elle se trouve selon l'axe des X, on va appliquer la deuxième loi de Newton en X cette fois. Mais l'accélération est encore de 0, puisqu'on a dit que le bloc ne glisse pas. Donc, finalement, tout ce qui va changer dans le calcul, c'est que là, on va aller chercher les composantes X. Donc, on va travailler avec le cosinus. Alors, je vais énumérer ici la force totale en X, c'est la somme des 3 composantes de force en X. Pour la force gravitationnelle, j'avais trouvé tantôt une grandeur de 3,43. Fait que là, je vais faire cos de son orientation qui est 305. Pour la force normale en X, j'ai remarqué ici qu'elle n'a pas du tout de composante en X. Elle est toute sur l'axe Y. Donc, elle, sa composante en X est de 0.
Mais si vous n'aviez pas remarqué, vous pourriez toujours dire force normale, on venait de la trouver, je ne me rappelle plus de sa valeur, là, c'était 2 points quelque chose. Force normale fois le cos de 90, puis ça fait 0. Ensuite, j'ajoute la force de frottement, sa grandeur, elle est inconnue, donc je laisse sans symbole, fois le cos de 180 degrés. Ça, c'est son orientation par rapport à l'axe des X. Donc, si on va dans la direction, c'est sens contraire à X, c'est 180 degrés. Ça fait une valeur de moins 1, le cos de 180 degrés. Fait qu'on a ici, à gauche, le calcul nous donne 1,97 plus la force de frottement fois moins 1 égale 0. Alors, on obtient la grandeur de la force de frottement. C'est 1,97 newtons. Ça, cette force-là permet d'équilibrer le bloc pour pas qu'il glisse. Donc, ça fait un tour là, de quelques exemples là, sur la matière d'aujourd'hui. Fait que vous avez les numéros suivants à faire. Plusieurs lectures aujourd'hui parce qu'on a vu quand même pas mal de concepts différents. Puis, c'est suivi des réponses ici.